Tout a commencé par un appel au numéro 112. Le 22 juin 2022, à 16h47, une voix féminine résonna dans la ligne, uniforme, presque mécanique, sans une seule note tremblante. Elle appartenait à Annelie Vermeulen et elle rapportait que son fils de 4 ans, Léo, venait de disparaître. Dans ces mots, il n'y avait ni panique, ni cris, ni larmes, seulement une constatation distante et glaciale des faits, comme si elle ne parlait pas de son propre enfant, mais de quelque chose de lointain, d'étranger. Pour l'opérateur qui prit l'appel, c'était du travail. Il pose les questions habituelles, remplit le formulaire. Dans le rapport de police, cet appel se condensa en quelques lignes sobres. Appelante Annelie Vermeulen. Adresse Kersikenlaan, Oudendal. Une banlieue tranquille, presque pastorale de la ville belge de Louvain. Un endroit où des maisons de briques bien entretenues se perdent dans la verdure et où les tragédies n'arrivent apparemment que dans les nouvelles. Objet du signalement, la disparition de Léo Vermeulen, âgé de seulement 4 ans. L'histoire qu'Annelie raconta sonnait douloureusement familière. Le fils avait joué dans le jardin derrière la maison. Elle n'avait été distraite que quelques minutes pour s'occuper des tâches ménagères. Et quand elle regarda par la fenêtre, il n'était plus là. Elle avait fouillé toute la propriété, crié son nom, vérifié chaque pièce, vide. La porte du jardin était fermée, aucun étranger dans la cour. Le garçon s'était simplement dissous sur le terrain de sa propre maison, à l'endroit qui semblait le plus sûr du monde. Dans de tels cas, le protocole est toujours le même. La prochaine voiture de patrouille est envoyée immédiatement sur les lieux. Pendant que les officiers conduisaient à travers les rues impeccablement propres d'Oudendal, ils se préparaient probablement à la procédure standard. Calmer une mère en pleurs, fouiller méthodiquement la maison et les environs. La plupart du temps, ces histoires finissent bien. L'enfant est trouvé dans un placard, chez les voisins ou dans une maisonnette de jeu dans le jardin. La voiture de patrouille tourna dans Kersikenlaan et s'arrêta devant une maison de campagne moderne avec des fenêtres panoramiques et une pelouse parfaite. Cette maison semblait sortie d'un magazine, l'incarnation d'un rêve familial. Les policiers se dirigèrent vers la porte, derrière laquelle, selon leurs suppositions, attendait une famille marquée par le chagrin. Ils ne savaient pas encore que la façade parfaite de cette maison cachait non seulement une tragédie, mais un vide qui rongeait l'âme, et que le garçon qu'ils devaient chercher, en réalité n'était plus là depuis longtemps. Quand les officiers entrèrent, ils furent accueillis par Annelie et son mari, Bastiaan Vermeulen. Un beau couple prospère, comme sorti d'un magazine de luxe. Lui, un architecte recherché avec une réputation impeccable. Elle, une blogueuse lifestyle populaire, dont la présence en ligne était un hymne à l'esthétique et à la perfection. Même en ce moment, alors qu'ils décrivaient dans les détails sur la disparition de leur fils, ils gardaient un sang-froid étonnant. Leur chagrin était silencieux, contenu, presque cultivé. La maison elle-même était une continuation de leur image. Propreté impeccable, meubles chers et minimalistes, décor pensé jusque dans les moindres détails. Dans l'air flottait le parfum délicat d'un parfum d'ambiance exclusif. Tout était à sa place. Tout brillait. Et c'est précisément cette stérilité que remarquèrent en premier les policiers expérimentés. Dans une maison où devait grandir un garçon de 4 ans, il n'y avait aucune trace de sa présence. Aucun jouet éparpillé par terre, aucun dessin coloré sur le réfrigérateur, aucune petite empreinte sur les surfaces vitrées. L'espace vital de la famille Vermeulen ressemblait à une salle d'exposition où personne ne vivait vraiment. Pendant qu'une équipe de policiers commençait à ratisser le terrain, une autre se consacrait à la procédure standard, la collecte d'informations sur la famille. L'investigation des réseaux sociaux d'Annelie fut comme une plongée dans un monde de rêve. Ici, elle était avec son mari en vacances à Bali. Là, à l'inauguration d'une galerie branchée. Ici, elle présentait une nouvelle robe de créateur devant son intérieur impeccable. Des milliers de photos qui documentaient chaque pas de sa vie réussie et belle. Dans ses publications, elle écrivait souvent sur la maternité,
sur les petites joies et la grande responsabilité. Mais ces mots étaient abstraits, comme des citations de livres de psychologie. Les enquêteurs firent défiler son feed, de plus en plus loin dans le passé, cherchant des photos de Léo. Et à ce point, quelque chose ne collait pas. Il y avait des images du nouveau-né, des prises touchantes de la célébration de son premier anniversaire. Et puis, plus rien. Le vide. La dernière photo du garçon avait été publiée il y a 3 ans. Après cela, il semblait avoir disparu de la vie publique de sa mère, qui exhibait chacun de ses petits déjeuners. À la question directe à ce sujet, Annelie répondit calmement et avec assurance, comme si elle avait préparé la réponse. Elle expliqua qu'elle et son mari avaient pris la décision de principe de protéger la vie privée de leur fils des yeux du public. En théorie, cela sonnait noble et juste. Mais pour les enquêteurs, qui se tenaient au milieu de cette maison froide et sans vie, cette explication sonna comme un signal d'alarme. À partir de ce moment, ils ne cherchaient plus seulement un garçon disparu. Ils commencèrent à enquêter sur la vie de ses parents. Pendant qu'une équipe d'enquêteurs plongeait dans le monde numérique de la famille, une autre travaillait avec leur réalité, avec la version des événements de ce jour. Annelie et Bastien la décrivaient presque mot pour mot, comme 2 acteurs qui avaient parfaitement étudié leur rôle. Leur récit était simple jusque dans les détails et ne faisait que soulever plus de questions. Selon le protocole, Annelie affirmait « Léo jouait dans le jardin au bac à sable. J'étais prêt sur la terrasse. Je suis rentré dans la maison pendant littéralement 10 minutes pour mettre la bouilloire et répondre à un email de travail. Quand je suis revenu, il n'était plus là. » Bastien, qui à ce moment travaillait supposément dans son bureau au 2e étage, confirma complètement ses paroles. Il ajouta un détail important. « Notre propriété est complètement clôturée. La porte du jardin est toujours sécurisée avec une serrure électronique. Un étranger n'entre pas ici comme ça. Nous accordons une grande importance à la sécurité. Sur le papier, tout paraissait logique. Le scénario classique d'un enlèvement, où le coupable profite d'un moment d'inattention d'un parent. La police commença immédiatement à agir sur la base de cette version. La zone autour de la maison fut soigneusement ratissée. Chaque buisson, chaque coin du jardin inspecté. Des maîtres chiens avec des chiens pisteurs furent ajoutés. Le meilleur outil dans la recherche de disparus. Et ici, les enquêtes se heurtèrent à la première bizarrerie inexplicable. Les chiens prirent avec assurance la piste du garçon au bac à sable, la suivirent sur la pelouse vers la terrasse de la maison et puis... rien. La piste se coupait. Elle ne menait ni vers la clôture, ni vers la porte, ni dans aucune direction hors de la propriété. Les animaux tournaient en rond à un endroit, confus, comme si le garçon était monté dans les airs directement devant le seuil de sa propre maison. Simultanément, les techniciens de la police scientifique terminèrent l'investigation du périmètre de la propriété. Leur conclusion fut claire et froide comme l'acier. Sur la haute clôture, il n'y avait pas de dégâts. Sur le sol, aucune trace étrangère. La serrure électronique de la porte ne montrait aucun signe d'effraction. Rien, absolument rien n'indiquait que quelqu'un de l'extérieur était entré sur la propriété. La version d'un ravisseur qui avait escaladé la clôture et emporté le garçon s'effondrait sous leurs yeux. Il devint évident que si quelque chose était arrivé à Léo, cela s'était passé à l'intérieur de ces murs parfaits et de ce jardin impeccable. Quand la recherche sur place arriva dans une impasse, le focus des enquêtes se déplaça. Si la réponse n'était pas à la surface, il fallait chercher plus profond, dans la vie même de la famille Vermeulen. Les détectives commencèrent par l'évident, interroger les voisins. Et ici, l'histoire devint encore plus étrange. Des gens qui avaient vécu porte à porte avec le couple pendant des années les décrivaient comme polis, mais renfermés. Tous voyaient leur voiture chère, le jardin bien entretenu, le style impeccable. Mais à la question sur le garçon, la plupart haussèrent les épaules. Quelqu'un se souvenait vaguement avoir vu Annelie avec une poussette il y a quelques années, mais rien de plus. Léo, de 4 ans,
était pour eux un fantôme, un invisible dans son propre quartier. Parallèlement, les analystes commencèrent une investigation détaillée de la vie financière du couple. S'ensuivit un travail routinier et méticuleux. Demander des relevés de comptes, analyser les transactions de cartes de crédit, vérifier les factures. Les enquêteurs cherchaient des indices, de gros retraits d'espèces, des achats inhabituels, toute anomalie financière qui pourrait indiquer des préparatifs de fuite, du chantage ou le paiement d'une rançon. Ils s'attendaient à tout trouver, mais ce qu'ils découvrirent ne correspondait à aucun des scénarios standards. Les relevés bancaires racontaient une histoire de prospérité. L'argent était dépensé pour des vêtements de créateurs, des restaurants chers, des voyages et des objets d'art. Le flux financier reflétait exactement cette vie idéale qu'Anne Lee exhibait sur son blog. Mais dans ce flux d'argent, il y avait un vide assourdissant. Dans les 3 dernières années, il n'y avait pratiquement pas de dépenses sur les comptes de la famille qui pouvaient être associées à un enfant. Pas de facture de magasin de jouets, pas de facture de clinique pédiatrique, pas de paiement pour des cours de soutien ou des vêtements dont un garçon de son âge devrait constamment grandir. Ce n'était plus seulement étrange, c'était impossible. Annelies continuait d'écrire dans ses publications sur les joies de la maternité, mais son compte bancaire criait le contraire. Les documents financiers, les témoins les plus honnêtes et impartiaux, montraient que dans la vie de cette famille, il n'y avait pas de place pour les besoins et les désirs d'une petite personne. C'était la première preuve réelle et matérielle, pas une supposition, pas un sentiment, mais un fait froid et documenté. À partir de ce moment, l'enquête d'un cas de disparition se transforma définitivement en une enquête contre les parents. Maintenant que les documents financiers confirmaient ce que les enquêteurs avaient déjà soupçonné, la froide logique de l'enquête se condensait sur la seule conclusion possible. Si personne de l'extérieur n'était entré sur la propriété et que le garçon ne l'avait pas quittée, seules 2 personnes sur la planète pouvaient te donner la réponse à ce qui lui était arrivé, ses parents. Le cercle se refermait autour d'Anne Lee et Bastien Vermeulen. À partir de ce moment, chacune de leurs respirations, chaque mot et chaque geste fut examiné sous le microscope. Ils furent convoqués encore et encore pour des interrogatoires, individuellement et ensemble. Des détectives expérimentés changèrent de tactique. Ils exercèrent de la pression, montrèrent de la compassion, les prirent en contradiction. Mais le mur que le couple avait érigé était impénétrable. Leurs déclarations correspondaient jusqu'à la dernière virgule. Ils répétèrent leur histoire calmement et méthodiquement, sans perdre leur sang-froid ni montrer d'émotion, sauf une tristesse contenue. Ils étaient une équipe parfaite qui se fournissait mutuellement un alibi de fer. Au moment de la disparition, tous 2 étaient dans la maison, mais dans des parties différentes, et personne n'avait rien vu de suspect. La totalité des indices, la maison stérile, l'absence de traces de vie de l'enfant, les rapports financiers étranges, les déclarations des voisins, tout cela dessinait un tableau très sombre. Dans les salles d'interrogatoire régnait une tension lourde. Les enquêteurs étaient pratiquement sûrs qu'ils avaient en face d'eux des personnes qui savaient gauquer bien plus qu'elles ne disaient. Mais la certitude n'est pas une preuve. Sans cadavre, sans aveu, sans preuve directe reliant les parents à un crime, tous ces moments de suspicion restaient seulement une théorie. C'est précisément pour cette raison qu'il se produisit quelque chose d'apparemment paradoxal dans les dossiers officiels de l'affaire. Bien que toute l'enquête se concentrât sur eux, Anne Lee et Bastien Vermeul ne reçurent pas le statut de suspect. Juridiquement, ils furent considérés dans l'affaire comme témoins principaux. Cette formalité lia les mains de la police et empêcha l'utilisation de tout l'arsenal de mesures d'enquête. En même temps, cependant, elle les obligea à agir avec plus de détermination. Il devint clair que la seule façon de percer ce mur de silence était d'obtenir un mandat de perquisition pour leur maison parfaite. Après avoir obtenu le mandat de perquisition, l'équipe d'enquête retourna sur Kersikenlan. Cette fois, ils n'étaient pas des invités, mais les maîtres de la situation, avec le droit de regarder dans chaque coin,
de soulever chaque planche du plancher. Leur objectif n'était pas une inspection superficielle, mais une déconstruction totale de la façade parfaite que les Vermeulen avaient érigée. Et ils commencèrent à l'endroit le plus logique, dans la chambre de l'enfant. La chambre de Léo, située au 2e étage, était l'incarnation du rêve de tout designer d'intérieur. Décorée dans des tons pastels tranquilles, avec des meubles scandinaves coûteux et des jouets éducatifs parfaitement organisés sur les étagères. Tout était pensé, tout s'harmonisait. Mais c'est précisément cette perfection qui devint pour les techniciens criminalistiques une preuve assourdissante. Dans la pièce où un garçon de 4 ans devrait vivre, jouer et découvrir le monde, la vie elle-même manquait. Les experts documentèrent méthodiquement les détails qui transformèrent cette image idyllique en scène de crime. Premièrement, les jouets. Ils n'avaient assez pas une seule égratignure, pas la moindre trace d'usure. Les livres sur les étagères se tenaient avec des dos intacts et craquants. Deuxièmement, les vêtements dans l'armoire. Ils étaient ordonnément pliés en piles, mais en examinant de plus près, il s'avéra que la plus grande partie était conçue pour un enfant de 2 ans, pas de 4. Il n'y avait pas d'articles récemment achetés. Et enfin, le plus important, les empreintes. Les spécialistes traitèrent toutes les surfaces et les résultats furent choquants. Dans la chambre, il y avait de nombreuses empreintes d'adultes qui appartenaient à Annelie, mais les empreintes d'enfants, les traces de petites mains curieuses, il n'y en avait pratiquement pas. Ce n'était pas seulement une omission, c'était une preuve. Cette chambre n'était pas un foyer pour Léo, mais un décor, une vitrine soigneusement conçue pour une vie familiale heureuse, inexistante. Dans l'expertise officielle d'un expert devait apparaître plus tard la phrase sèche mais dévastatrice « L'état de la chambre et des objets qu'elle contient ne correspond pas à l'activité comportementale caractéristique d'un enfant de cet âge. L'espace porte les traits d'un lieu mis en scène et non habité. La chambre de l'enfant était une tromperie. Cela signifiait que quelque part dans cette maison parfaite, derrière un de ces murs impeccables, devait se cacher une autre chambre, une vraie. Et les enquêteurs étaient donc fermement décidés à la trouver. Pendant ce temps, Annelie et Bastien continuèrent leur spectacle tandis que les techniciens criminalistiques démontaient minutieusement la maison. En public, ils étaient les parents rongés par le chagrin. Annelies eut même la force de publier sur son blog un article déchirant avec la dernière photo disponible de Léo, celle prise 3 ans auparavant. Elle écrivit sur le vide dans la maison, sur le silence insupportable, et supplia tous ceux qui pourraient savoir quelque chose de les aider à ramener leurs petits rayons de soleil. Cet article recueillit des milliers de commentaires compatissants et fut partagé d'innombrables fois. Mais derrière les portes fermées des salles d'interrogatoire, où ils continuèrent d'être convoqués, l'image du couple uni et endeuillé commença à montrer des fissures. Au début, c'était coupé de petits écarts, presque imperceptibles. Quand on leur demanda séparément ce que Léo avait pris au petit déjeuner le jour de sa disparition, Annelise répondit avec confiance. Flocon, d'avoine au bait, son petit déjeuner préféré. Bastien, au contraire, dit sans sourciller. Yaourt. Il mangeait toujours du yaourt le matin. Une petite chose qu'on pourrait attribuer au stress. Mais de telles petites choses s'accumulèrent. Puis les contradictions devinrent plus graves. Les détectives demandèrent au sujet de la santé du garçon dans les derniers jours. Annelie mentionna qu'il avait été un peu léthargique. Peut-être avait-il attrapé un rhume. Bastien, au contraire, décrivit dans le même interrogatoire, dans la pièce adjacente, son fils comme parfaitement sain et plein d'énergie. Aussi leur version de ce jour fatidique ne correspondait pas dans les détails. À quelle heure exacte il avait joué dans le jardin, avec quel jouet, ce qu'il prévoyait après le déjeuner. Ils ne racontaient pas la même histoire avec de légères variations, mais 2 réalités complètement différentes et parallèles. Pour des enquêteurs expérimentés, c'était un signal. Les personnes qui ont vécu un traumatisme commun peuvent être confuses dans leurs émotions, mais les faits clés de leur vie partagée, surtout les récents,
correspondent normalement. Ici, cependant, il semblait que les époux ne mentaient pas seulement, mais improvisaient spontanément, chacun inventant sa propre version d'un passé inexistant. Ces contradictions enregistrées dans les procès-verbaux devinrent la base juridique dont les enquêteurs avaient besoin. Elles prouvèrent que les déclarations des témoins étaient peu fiables, et cela permit de demander au tribunal la permission d'une pénétration bien plus profonde dans leur vie privée, l'accès aux données de leur téléphone portable et aux traceurs GPS de leur voiture familiale. Lorsque les analystes obtinrent l'accès aux traces numériques du couple, ils plongèrent d'abord dans la routine de leur vie, qui fut reconstituée à partir des données de géolocalisation. L'image qui se dessinait était prévisiblement ennuyeuse et correspondait parfaitement à leur image. Chaque jour de semaine, le traceur GPS dans la voiture de Bastien enregistrait obéissamment la même route. De leur maison dans Kersikenlaan au parking de son bureau d'architecture au centre de Louvain et retour le soir. Les données du téléphone d'Anneli montraient ses déplacements entre la maison, une salle de sport élitiste, le marché fermier et les boutiques du centre-ville. Tout était correct, réglé et ennuyeux. Des semaines, des mois, toujours les mêmes routes, calibrées au kilomètre près. Les spécialistes passèrent en revue des centaines de ces traces, cherchant toute déviation, toute visite non planifiée qui pourrait être un indice. Et au milieu de ce flux monotone de données, ils tombèrent sur une seule entrée qui leur fit instantanément tout oublier. C'était un seul voyage, une semaine avant qu'Anneli compose le numéro d'urgence 112. Un voyage que ni elle ni Bastien n'avaient jamais mentionné lors des interrogatoires. Les experts en criminalistique numérique reconstituèrent cette route au mètre près. Le 16 juin 2022, à 2h11 du matin, la voiture familiale quitta l'allée de leur maison. À ce moment-là, tout Oudendal dormait. Les rues étaient complètement vides. La voiture ne se dirigea pas vers la ville, mais vers le sud, dans la direction opposée, vers une grande zone boisée, le Heverlee-Bos. Un endroit populaire pour les promenades et les pique-niques, mais pas à 2h du matin. Le véhicule roula environ 10 km, quitta la route asphaltée pour un chemin de campagne, s'enfonça plus profondément dans la forêt et s'arrêta à un point éloigné des chemins officiels et des parkings. Les données montrèrent que la voiture resta immobile là exactement 28 minutes. Puis elle fit demi-tour et rentra par le même chemin où elle entra dans l'allée à 3h04, bien avant le lever du soleil. Cette excursion nocturne était la seule anomalie dans leur vie parfaitement planifiée depuis de nombreux mois. Elle était cachée, illogique, et eut lieu au moment le plus sombre de la nuit. Et le plus important, elle se produisit exactement 6 jours avant que les parents signalent la disparition de leur fils. Les enquêteurs n'avaient plus de doute. Quoi qu'il soit arrivé à Léo, la solution attendait là-bas, à ce point spécifique sur la carte, au milieu de la forêt nocturne. La recherche de l'enfant avait maintenant des coordonnées GPS exactes et l'équipe d'enquête se dirigea immédiatement là-bas, se préparant au pire. Tandis que l'équipe de recherche avec des chiens et des détecteurs de métaux ratissait méthodiquement le carré indiqué par le traceur GPS dans le Heverlee-Bos, dans le silence des bureaux, une autre équipe poursuivait son travail non moins important. Ils cherchèrent des traces, non dans la terre, mais dans des octets d'informations, et tentèrent de reconstituer la vie de Léo Vermeulen à partir de son empreinte numérique. Et ce qu'ils trouvèrent ressemblait à l'histoire d'un fantôme. Sur le papier, dans les bases de données étatiques, l'enfant existait. Il avait un certificat de naissance émis en mai 2018. On lui avait attribué un numéro de sécurité sociale. Il était un citoyen belge, une personne réelle, avec un statut officiel. Mais dès qu'on creusait plus profond, cette image commençait à s'estomper, se désintégrer et se dissoudre dans le néant. Le premier signal d'alarme furent les dossiers médicaux. Les détectives découvriront que Léo était né avec un défaut facial congénital sévère, une maladie génétique rare. Dans les premiers mois de vie, il fut régulièrement présenté au médecin. Il y eut des consultations spécialisées, des enregistrements de traitements prescrits. Et puis, après qu'il eut 1 an,
Silence absolu, assourdissant. Pas une seule visite chez le pédiatre. Pas un seul vaccin approprié à l'âge. Pas une seule entrée dans le dossier médical dans les 3 dernières années. Du point de vue du système de santé belge, Léo Vermeulen avait cessé d'exister. Cette conclusion fut entièrement confirmée par l'analyse financière qui fut maintenant menée avec un soin particulier. Les experts établirent non seulement l'absence de dépenses pour des jouets ou des vêtements, ils créèrent un modèle statistique des dépenses d'une famille belge typique avec un enfant de cet âge et le comparèrent aux dépenses des Vermeulen. La discrepance était colossale. Dans leur budget, il n'y avait absolument rien prévu qui aurait été nécessaire pour la vie et le développement d'une petite personne. Ils dépensaient des milliers d'euros pour eux-mêmes, mais pas un seul centime pour des médecins, des médicaments ou les soins spéciaux qui, selon le diagnostic original, étaient vitaux pour leur fils. Ils ne l'élevaient pas. Ils le gardèrent simplement, comme un objet caché aux yeux des autres. Et au milieu de milliers de lignes sur les relevés de comptes, remplis de noms de marques de mode et de restaurants chers, les analystes tombèrent sur une seule transaction qui sortait tellement du cadre qu'ils la prirent d'abord pour une erreur. Le 16 juin 2022, exactement le jour où Bastian fit son voyage nocturne dans la forêt, un achat en ligne fut payé avec leur carte de crédit. Ce n'était ni un sac de créateur, ni une œuvre d'art. C'était un puissant hachoir à viande électrique de qualité industrielle. Un appareil lourd et encombrant en acier inoxydable, capable de traiter des dizaines de kilogrammes par heure. Une chose absolument inutile et absurde pour une famille d'esthètes minimalistes qui mangent au restaurant. Mais pour des gens qui devaient se débarrasser de preuves, c'était un achat plein de significations sinistres et monstrueuses. À ce moment-là, entre les mains des enquêteurs s'était formé un tableau presque complet. Leur rapport disait maintenant : il existe des preuves irréfutables de l'isolement social et médical complet du mineur par les parents. L'achat d'équipements qui pourraient potentiellement être utilisés pour éliminer les traces du crime fut établi le même jour qu'un voyage inexplicable dans une zone boisée. Maintenant, tout dépendait de ce que l'équipe de recherche trouverait exactement sous la couche de terre humide dans le Heverleibos. Tandis qu'une partie de ce drame se déroulait dans le silence de la forêt, les enquêteurs travaillèrent toutes les versions possibles et arrivèrent finalement aux seuls proches parents qui pouvaient éclairer la vie secrète de la famille. La mère d'Annelie, une femme âgée et cultivée, qui les reçut avec ce mélange de peur et de douleur réprimée qui trahissait qu'elle avait craint quelque chose depuis longtemps. Et ses premiers mots, lors de l'interrogatoire, déplacèrent momentanément tout le focus des enquêtes. « Ma fille », dit-elle d'une voix basse et brisée. Elle n'était jamais vraiment prête à être mère. Pour elle, c'était comme un autre projet qui devait être parfait. Et quand il ne fut pas parfait, elle ne savait simplement pas quoi faire. Cette phrase ouvrit une nouvelle possibilité terrible. Peut-être Bastien était-il innocent. Peut-être était-ce la tragédie d'une seule femme, qui ne put faire face à la dépression post-partum, aggravée par la maladie de son fils et son propre perfectionnisme pathologique. La grand-mère raconta une histoire qui soutenait entièrement cette version. Au début, elle était au 7e ciel quand son petit-fils naquit. Mais presque immédiatement, elle remarqua la distance froide dans le comportement de sa fille et de son gendre après que les médecins eurent posé le diagnostic. Ils ne parlaient pas de Léo comme d'un enfant aimé, mais comme d'un problème qui devait être résolu. Puis, elle fut méthodiquement mise à l'écart. D'abord, ce furent des refus polis de rencontre. « Maman, Léo dort mal aujourd'hui. Faisons-le une autre fois. Il a un système immunitaire faible. Les médecins conseillera d'éviter les contacts. Nous sommes très fatigués. Nous voulons passer le week-end juste tous les 3. » Au début, elle les crut, comprit, eut de la compassion. Mais les mois passèrent et les excuses ne cessèrent pas. Ses tentatives de venir en visite, d'apporter des cadeaux, de voir son petit-fils ne serait-ce que 5 minutes, se heurtèrent à un mur de silence.
Finalement, le contact cessa complètement. La dernière fois qu'elle avait vu Léo, il avait un peu plus d'1 an. Cette version sonnait très convaincante. Elle expliquait à la fois l'isolement social et l'absence de soins médicaux. Les enquêteurs commencèrent déjà à considérer un scénario dans lequel Annelie avait fait quelque chose de terrible seule, et Bastien ne faisait peut-être que la couvrir pour sauver la famille. Pour confirmer les paroles de la femme, on lui demanda de fournir son téléphone pour examiner la correspondance avec sa fille. Et là, sous la lumière froide de l'écran du smartphone, la version de la tragédie d'une mère seule s'effondra et se désintégra en 1000 fragments numériques. Les messages existaient réellement. Des dizaines de messages de la grand-mère demandant des rencontres et des dizaines de réponses. Mais ce n'était pas seulement Annelie qui répondait. Avec la même régularité, avec la même politesse froide, Bastien lui écrivait aussi. Ses messages étaient encore plus courts et catégoriques. « Nous sommes occupés. Pas maintenant. Nous vous contacterons quand ce sera convenable. » Il devint absolument clair que ce n'était pas une réaction spontanée d'une femme épuisée. C'était leur politique commune, coordonnée et exécutée de sang-froid. Ils agirent comme un seul mécanisme bien rodé et coupèrent le seul être humain de la vie de Léo qui aurait pu donner l'alarme. La fausse piste qui aurait pu diviser la culpabilité se ferma et ne fit que les souder plus fermement comme une unité. Maintenant qu'il était prouvé qu'ils avaient agi en équipe, la découverte dans le Heverley Boss cessa d'être seulement une pièce à conviction. Elle devint l'acte final de leur plan commun et monstrueux. L'unanimité avec laquelle Annelie et Bastien protégeaient leur fils du monde extérieur poussa les enquêteurs à creuser plus profondément. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre la chronologie des événements, mais la nature réelle de leur connexion. Qui étaient ces gens avant de devenir parents ? Quelle vie idéale essayaient-ils si désespérément de protéger ? Pour cela, les détectives se tournèrent vers leur passé, interrogèrent les amis de jeunesse, les camarades d'études et d'anciens collègues. Et de ces souvenirs éparpillés se forma le portrait d'un couple obsédé par une seule idée. La création d'une image impeccable. Leur histoire commença comme dans un film romantique. Lui, un brillant étudiant en architecture avec de grands espoirs. Elle, une jeune femme rayonnante et élégante de la faculté d'art. Ils se trouvèrent sur la base de leur aspiration commune vers la perfection. Leur vie dès le début n'était pas seulement le quotidien, mais une représentation soigneusement mise en scène. Chaque élément était réfléchi, des marques de mode et du choix du restaurant pour le dîner jusqu'au cercle d'amis et aux photos sur les réseaux sociaux alors émergents. Les connaissances les décrivaient comme un « power couple », un couple qui faisait tout correctement. Leur appartement ressemblait à une galerie, leurs vacances à une séance photo pour un magazine de mode. Ils ne vivaient pas, ils curaient leur vie. La grossesse et l'attente d'un enfant devinrent la continuation logique de ce projet. Pour eux, c'était moins un pas vers la parentalité que le dernier coup de pinceau dans le tableau de la famille parfaite. Dans les conversations avec les amis, ils ne discutaient pas de peur et d'espoir, mais du design de la chambre d'enfant, de la marque de la poussette et de l'élégance de leur portrait de famille. L'enfant n'était pas encore né, et on lui avait déjà assigné un rôle dans leur scénario impeccable. Et puis, le scénario tourna mal. La naissance de Léo et le diagnostic qui suivit ne furent pas pour eux une tristesse, mais une catastrophe d'image. Un enfant avec un défaut facial congénital ne s'intégrait pas dans leur esthétique ajustée au millimètre. C'était une erreur, une tache dans leur œuvre parfaite. Et la réaction suivit immédiatement. Les connaissances se souvenaient comment les Vermeulen, après la naissance de leur fils, coupèrent abruptement presque tous les contacts sociaux. Ils n'invitaient pas plus d'invités, et lors des rares rencontres à l'extérieur, ils répondaient aux questions sur Léo de manière évasive et changeaient rapidement de sujet. Ils n'essayèrent pas de lutter pour sa santé. Ils commencèrent la lutte pour maintenir leur façade. Étape par étape, les enquêteurs analysèrent cette information et arrivèrent à la seule conclusion possible sur le motif.
Il n'y avait pas ici d'explosion soudaine de colère ou de dépression post-partum au sens classique. C'était la décision froide et rationnelle de deux narcissiques pathologiques. Dans les dossiers, leur motif fut formulé de manière sèche et impitoyable. L'acte fut commis par rejet des déficiences physiques de leur propre enfant et le désir de maintenir une image socialement acceptée d'une famille réussie et esthétiquement impeccable. Léo, pour eux, n'était pas un fils, mais un détail défectueux de leur projet grandiose. Et comme tout détail défectueux, il fut d'abord caché, puis ils décidèrent de s'en débarrasser. Maintenant, avec une compréhension claire du motif, la police n'attendait plus qu'une chose, la confirmation physique de comment exactement cette élimination s'était terminée. Et tous les regards se dirigeaient vers l'équipe de recherche dans la forêt. Armés d'une compréhension complète du motif, les enquêteurs invitèrent Anneli et Bastien à un autre interrogatoire. Mais cette fois, ce n'était plus une conversation ni une collecte d'informations. C'était une confrontation directe. Dans la salle d'interrogatoire stérile, l'air était électrisé. Le couple entra avec le même masque de douleur contenu, mais leur jeu ne trompait plus personne. Le premier coup fut porté par l'enquêteur principal. Il ne tourna pas autour du pot, mais posa silencieusement une impression sur la table. Sur la feuille se trouvait une image satellite de la zone forestière Hever-les-Bosses, sur laquelle la route de leur voyage nocturne était tracée d'une ligne rouge. Date, heure, coordonnées exactes de l'arrêt. 16 juin, 2h11 du matin, dit le détective d'une voix calme et froide. Pourriez-vous expliquer ce que vous faisiez à cet endroit à cette heure ? Pour un moment, la panique traversa le visage de Bastien, mais il se ressaisit rapidement. Il essaya de plaisanter, dit qu'il aimait parfois les trajets nocturnes pour se vider la tête. Anneli le soutint et ajouta qu'ils voulaient seulement être tous les deux dans la nature. Leurs explications sonnaient aussi fausses que tout le reste. Alors le détective porta le deuxième coup. Une autre impression atterrit sur la table. Une capture d'écran d'une commande d'une boutique en ligne. La photo d'un hachoir à viande industrielle brillant. La commande fut passée dans l'après-midi du 16 juin. Livrée le lendemain, continua l'enquêteur sans changer de ton. Un hobby assez inhabituel pour un architecte, ne trouvez-vous pas ? À ce moment, quelque chose se brisa. La confiance de Bastien disparut. Il commença à marmonner quelque chose d'incohérent sur des expériences culinaires, sur le fait qu'il avait voulu essayer de faire des saucisses maison depuis longtemps. Annelies ne fit que se taire, serrant les accoudoirs de la chaise, son visage devint cendré. Leur mur de mensonges, qu'ils avaient érigé si longtemps et soigneusement, commença à s'effriter sous le poids des faits irréfutables. Le détective fit une pause pour leur faire sentir toute la gravité du moment et se prépara à poser la question décisive. Mais il n'y arriva pas. Bastien, comprenant que le jeu était fini, brisa le silence. « Je veux appeler mon avocat », dit-il d'une voix rauque et étouffée. Ce n'était pas une demande, c'était une exigence. Et cette phrase devint le point formel sans retour. Leur statut de témoin disparut. La coopération avec les enquêteurs prit fin. La bataille juridique pour leur propre survie avait commencé. L'exigence d'un avocat fut le signal pour la police. Le mur de silence que le couple avait érigé était maintenant renforcé par l'assistance juridique, et le briser avec des mots n'était plus possible. Cela signifiait que le seul moyen d'arriver à la vérité restait leur maison, ce mausolée impeccable qui devait contenir la solution. L'équipe d'enquête retourna à Kersikenlan avec une nouvelle tâche cristalline, trouver ce qui était caché. Ils cherchaient une anomalie, une tache dans la perfection, une fissure dans la surface idéale. La fouille durait déjà plusieurs heures. Chaque armoire avait été ouverte, chaque tiroir sorti, mais la maison semblait construite de telle manière qu'elle n'avait rien à cacher. Et juste au moment où la recherche semblait devenir inutile, l'un des détectives les plus expérimentés, en examinant méthodiquement le spacieux dressing du deuxième étage, remarqua un détail qui avait été négligé lors de la première inspection.
L'une des plaques revêtues de bois cher avait une fente à peine perceptible, qui se différenciait des autres d'une fraction de millimètre. Elle n'avait ni poignée ni serrure, mais quand le technicien criminalistique appuya à un endroit spécifique, un léger clic retentit et la plaque glissa doucement sur le côté, révélant une obscurité impénétrable. Derrière le faux mur ne se trouvait pas une cachette ou un coffre-fort. Il y avait un escalier étroit et raide qui menait au grenier. Dès que la trappe s'ouvrit, un air lourd et suffocant les frappa. C'était l'odeur de l'abandon, un mélange de poussière, de produits chimiques ménagers et quelque chose d'autre. Une odeur à peine perceptible, aigre, d'un espace inhabité où une personne avait séjourné trop longtemps. Arrivés en haut, les enquêteurs se trouvèrent dans une petite pièce sans fenêtre, dont les murs étaient recouverts de panneaux insonorisants. Ce qu'ils y virent fut l'incarnation physique de toute l'horreur qu'ils avaient soupçonnée. C'était une prison. Sur le sol gisait un matelas nu et sale. Dans le coin se trouvait un seau en plastique. Les seuls objets qui rappelaient une enfance étaient quelques cubes décolorés et une vieille balle en caoutchouc. À l'intérieur de la porte, à hauteur des yeux d'un petit garçon, on pouvait voir des griffures profondes, traces de tentatives désespérées de sortir. Cette pièce était exactement l'opposé de la chambre d'enfant idéale, un étage plus bas. Celle-là était un décor pour les yeux d'autrui. Celle-ci était la réalité de Léo. Les techniciens criminalistiques commencèrent immédiatement leur travail. Ils prirent des échantillons de toutes les surfaces, et les résultats de l'analyse de laboratoire ne laissèrent aucun doute. Les nombreuses traces d'ADN trouvées sur le matelas, les murs et même sur les misérables jouets appartenaient sans exception à Léo Vermeulen. C'était une preuve matérielle irréfutable. Ils n'avaient pas seulement caché leur fils à la société, ils l'avaient gardé prisonnier pendant des années dans une chambre insonorisée, à seulement quelques mètres de leur luxueuse chambre à coucher. La question n'était plus de savoir s'ils cachaient quelque chose de terrible. La question était où ils avaient emmené le résultat final de leur cruauté. La découverte dans le grenier fut le bélier qui brisa définitivement la défense du couple. C'est une chose de nier des indices comme les données GPS, et une toute autre chose d'expliquer l'existence d'une prison insonorisée dans sa propre maison. Quand les résultats de l'analyse ADN furent communiqués aux avocats d'Anneli et Bastien, leur stratégie de défense basée sur la négation complète s'effondra. Et dans cette nouvelle réalité, leur alliance apparemment si forte ne tint pas même un jour. Bastien fut le premier à s'effondrer. Plus précisément, il ne s'effondra pas émotionnellement, mais prit une décision froide et calculée. Un jour après la découverte de la pièce secrète, son avocat contacta le parquet. Le message fut bref et professionnel. Son client était prêt à coopérer avec les enquêteurs. Il était prêt à faire une déclaration complète sur ce qui était arrivé à Léo, en échange d'une possible réduction de peine. Leur pacte de silence était brisé. Dans la lutte pour la survie, chacun était maintenant seul. La réunion fut immédiatement programmée. Bastien s'assit dans la même salle d'interrogatoire, mais maintenant c'était un homme complètement différent. L'arrogance avait disparu. Le masque de chagrin était tombé. Il ne restait qu'un homme fatigué et vide qui abandonnait pragmatiquement ses positions. Dans ses mots, il n'y avait pas de remords, pas de regrets. Seulement des faits. Il ne raconta pas une longue histoire, mais demanda simplement une carte. Devant lui fut déployée une carte détaillée de la zone forestière de Hever-les-Bosses. Il la contempla quelques secondes, puis pointa silencieusement du doigt un point discret, éloigné de tous les chemins. C'était exactement l'endroit où sa voiture s'était arrêtée cette nuit-là. « Il est ici !» dit Bastien doucement. Puis il prit un stylo et entoura sur la carte 2 autres endroits. Un conteneur à ordures sur le parking d'un supermarché dans une ville voisine et une bande forestière le long d'une autoroute. Là, dit-il, il s'était débarrassé d'autre chose. Les vêtements du garçon, les restes d'emballage de l'équipement acheté et une couverture d'enfant. Il révéla tout.
Chaque élément de leur plan monstrueux était maintenant marqué sur la carte. La police ne cherchait plus un fantôme dans la forêt. Ils partirent récupérer une pièce à conviction. La déclaration de Bastien déclencha la dernière phase, la plus sombre des enquêtes, la reconstitution. Maintenant, avec un aveu, les résultats des expertises et les terribles découvertes faites sur ces indications, l'enquête put finalement assembler une chronologie complète et monstrueuse des derniers jours de la vie de Léo. Tout commença le 15 juin 2022. Ce jour-là, le comportement du garçon devint la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour les parents. Peut-être étaient-ce les pleurs forts et incessants du grenier qui troublaient leur silence parfait et menaçaient d'attirer l'attention. À un moment donné, l'un d'eux, Annelise ou Bastien, les enquêteurs ne purent jamais déterminer qui exactement, monta dans sa chambre prison. Et là, dans cette obscurité étouffante, Léo fut frappé à la tête avec un objet contondant. Aucune aide ne fut appelée. Il fut simplement laissé seul pour mourir. Cette même nuit, dans la salle de bain blanche et stérile de leur maison design, ils commencèrent à cacher ce qu'ils avaient fait. Avec l'équipement acheté la veille, ils détruisirent méthodiquement les traces. Leur objectif n'était pas seulement de se débarrasser du corps, mais aussi de rendre impossible la détermination de la cause exacte de la mort. L'enquête devait plus tard trouver des traces microscopiques de sang et de produits de nettoyage agressifs profondément dans les joints de carrelage, la seule chose qu'ils n'avaient pas pu nettoyer. La nuit suivante, le 16 juin, Bastien monta en voiture et commença sa route, qui serait plus tard tracée par GPS. Il porta les restes dans la forêt de Everley Boss et jeta en chemin les vêtements, la couverture et autres choses liées au fils dans des conteneurs à ordures. Et 6 jours plus tard, quand toutes les traces, croyait-il, avaient été éliminées, Annelie Vermeulen prit le téléphone et signala au numéro d'urgence 112 la disparition avec cette voix uniforme et sans émotion. L'expertise du pathologiste, établie sur la base des restes trouvés dans la forêt, mit dans cette affaire le point final définitif et irréfutable. Le rapport disait sèchement « La cause de la mort est un traumatisme crânio-cérébral sévère, incompatible avec la vie. » Les actions ultérieures sur le corps furent réalisées après la mort pour dissimuler le crime. Le procès contre Anneli et Bastien Vermeulen commença en septembre 2023 et attira immédiatement l'attention de toute la Belgique. Ils entrèrent dans la salle d'audience non plus comme une équipe unie, mais comme deux ennemis irréconciliables. Leur alliance construite sur un crime commun s'était définitivement brisée, et maintenant chacun d'eux essayait de se sauver en rejetant la faute principale sur l'autre. Les avocats de Bastien construisirent la défense sur le fait qu'Anneli avait porté le coup mortel dans un élan de colère et qu'il n'avait fait, en tant qu'époux aimant, que tenter de l'aider à effacer les traces de la tragédie. Annelise, de son côté, affirmait le contraire par ses défenseurs. Selon sa version, c'était Bastien qui, agacé par les pleurs, était monté au grenier, tandis qu'elle, jusqu'au dernier moment, ne savait pas ce qui était arrivé à son fils et n'avait accepté de participer à la dissimulation que sous la pression de son mari. Ils se disputaient sur qui avait porté le coup, qui avait acheté l'équipement et qui avait proposé en premier de simuler un enlèvement. Cette dispute entre deux personnes dépourvues de tout soupçon de remords semblait grotesque et répugnante. Mais pour l'accusation et le tribunal, ces détails n'étaient pas plus décisifs. Le procureur souligna dans son réquisitoire qu'il ne s'agissait pas du crime d'une personne aidée par une autre. C'était un acte commun, de sang-froid et méthodique, qui s'était étendu dans le temps. Leur crime principal n'était même pas le meurtre lui-même, mais l'isolement inhumain pendant des années auquel ils avaient dû condamner leur propre fils. Ils ne l'avaient pas seulement privé de sa vie, mais aussi de son enfance, de ses soins et de sa chaleur humaine élémentaire. Le verdict ne se fit pas attendre. Le tribunal ne prit pas la peine de découvrir de quelle main était parti le coup mortel et trouva les deux également coupables. Dans le jugement final, il était dit « Le tribunal trouve Anneli et Bastien Vermeulen coupables de meurtre, commis avec une cruauté particulière
par omission et infliction de blessures, ainsi que de la dissimulation ultérieure de l'acte, la sentence. Prison à vie pour tous les deux. Quand le juge lut ces mots, pas un muscle ne bougea sur leur visage. Ils entendirent leur sentence avec la même expression froide et distante avec laquelle ils avaient vécu et commis leur crime. Quand les portes de la salle d'audience se fermèrent derrière Anneli et Bastien Vermeulen, un point final juridique fut mis à cette histoire. La justice avait triomphé. Les coupables avaient reçu leur juste punition. Et la société pouvait tourner cette terrible page. Mais la justice n'est pas toujours la même chose que la vérité. Et bien que l'affaire fût officiellement close, une question cruciale et torturante resta sans réponse. Nous ne saurons jamais ce qui s'est passé exactement dans les dernières heures de la vie de Léo dans ce grenier. Quelles paroles furent prononcées ? Quel fut le dernier déclencheur qui transforma des années d'indifférence froide en cruauté active ? Jusqu'à la fin, pendant tout le procès, Anneli et Bastien ne fournirent pas une image unifiée et véridique de ce moment. Chacun d'eux dessina sa propre version, dans laquelle l'autre était le vrai monstre et lui-même seulement un complice effrayé, entraîné dans le cauchemar d'un autre. Leur maison parfaite de Kersikenlaan, qui devint le théâtre de cette tragédie, fut vendue. Les nouveaux propriétaires ne sauront probablement jamais ce qui se cache derrière les murs impeccables de leur nouveau foyer. La page d'Anneli, autrefois une brillante vitrine de son succès, fut supprimée et se dissolut avec des milliers de publications mensongères sur les joies de la maternité dans le vide numérique. Leur monde, qu'ils avaient si soigneusement construit, s'effondra et ne laissa que cendres et vérités inexprimées. Et bien que 2 coupables purgent une peine de prison à vie, la question cruciale, qui exactement porta le coup mortel, reste une énigme. Cette vérité est enterrée à jamais avec eux dans les murs de la prison, aussi sûrement qu'ils avaient autrefois tenté d'enterrer leur fils dans le silence de la forêt.